Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine du 13 janvier 2025. Vous le devinerez bien sûr, il sera question aujourd'hui de ces manifestations majeures en Iran, des manifestations massives qui mobilisent beaucoup de la population. Bien sûr, ce sont des manifestations qui sont en train de prendre une tournure anti-régime, on pourrait le dire, anti-gouvernemental. Il y a une contestation majeure de l'autorité, de la légitimité du gouvernement iranien. Et bien sûr, tout ça est lié à un contexte, au contexte économique, contexte politique, contexte géopolitique des derniers mois. Et on aura l'opportunité dans cette émission de faire un examen approfondi, exhaustif des circonstances, des implications pour tout le monde dans la région et bien sûr des potentiels développements à venir dans les prochains jours. Ensuite, je veux absolument qu'on fasse un détour. Vous me pardonnerez, aujourd'hui on fait beaucoup de développement au Moyen-Orient, mais c'est parce qu'on n'a pas eu l'opportunité d'en faire la semaine dernière, bien sûr, en raison de la situation au Venezuela. Et je veux absolument qu'on fasse un détour par le Moyen-Orient cette semaine pour comprendre un peu tout ce qui s'est produit dans les dernières semaines, derniers jours. On fera bien sûr un détour du côté du Venezuela. C'est quelque chose que je veux qu'on couvre. On a des développements pour ce qui est particulièrement de l'administration du Venezuela. Lorsqu'on a eu une discussion la semaine dernière, on n'avait vraiment aucune clarté par rapport à comment tout ça allait se dérouler pour ce qui est de l'administration du pays. Comment on va gérer ce pays qu'on dit contrôler depuis l'extérieur, mais qui, bon, il y a seulement quelques jours encore, Delcy Rodriguez, présidente par intérim, présidente actuelle du Venezuela, une proche de Maduro, nous disait qu'elle rejetait toutes les instructions des États-Unis, qui étaient hors de question de collaborer avec un envahisseur impérialiste. Les choses ont beaucoup bougé dans les derniers jours et il vaut la peine donc qu'on fasse une mise à jour sur le Venezuela. On continuera ensuite sur deux dossiers plus périphériques, mais qui méritent absolument d'être exposés durant cette revue de presse. D'abord, une véritable explosion du budget militaire américain, alors que Trump appelle pour une augmentation du budget d'environ 50 pour ce qui est du budget militaire des États-Unis, une augmentation incroyable de quelques 900 milliards de dollars jusqu'à 1,5 trillion de dollars. Alors, on est vraiment dans une augmentation considérable qui aura des implications non seulement au niveau militaire, politique, etc., mais aussi budgétaire. Alors, on y reviendra tout à l'heure. L'histoire complètement rocambolesque. Vous voyez, j'essaie d'alterner les termes pour éviter de dire lunaire à chaque émission. Je sais que vous l'appréciez. Une histoire complètement lunaire, alors que le fameux Marinera, ou plutôt le Bella One, un bateau qui a pris la fuite du Venezuela. Ça sonne, je sais que vous allez dire que c'est une histoire complètement lunaire, justement, mais on en avait parlé durant la revue de presse il y a quelques semaines, alors que je vous parlais de cette scène digne de Grand Theft Auto, alors qu'un pétrolier en direction du Venezuela avait rebroussé chemin, littéralement, pour fuir vers l'Europe, alors qu'il était poursuivi par des navires de la garde côtière et de l'armée américaine. Cette histoire a pris une dimension lunaire. Je le répète. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, Trump, qui déploie une main de fer aux États-Unis, alors que d'un côté, on nous parle d'une annonce spectaculaire, une annonce qu'on aurait vu venir d'absolument nulle part. Trump qui nous annonce qu'il y aura à partir du 20 janvier 2026, donc d'ici la semaine prochaine, un plafond effectif de 10 % sur les taux d'intérêt pour les cartes de crédit partout aux États-Unis. C'est énorme. Vous comprendrez bien sûr que la plupart des cartes de crédit actuellement, dépendamment des conditions financières, des conditions de crédit également, vont varier de l'ordre de quoi? De 10, bien sûr, dans certains cas très rares, jusqu'à presque 30 %. Certaines cartes de crédit ont des pratiques qui sont quasi abusives, quasi usuraires, et donc c'est un peu à quoi Trump veut s'attaquer ici. Or, il y a des implications très sérieuses à ce genre d'annonce, donc un plafond de 10 % sur les intérêts de cartes de crédit. Est-ce que ça pourrait être reproduit ailleurs dans le monde avec les impacts qu'on pourrait imaginer? Une chose est sûre, déjà, le marché boursier réagit très négativement à cette annonce de Donald Trump, particulièrement, bien sûr, les actions des banques qui seraient visées par ce genre de pratique. Finalement, Trump, de son côté, qui lance des procédures judiciaires, ou plutôt le département de la justice de Donald Trump qui lance des procédures judiciaires contre nul autre que Jay Powell, le banquier central des États-Unis, donc le chef de la Réserve fédérale, qui est maintenant visé par des accusations criminelles en lien avec un témoignage qu'il aurait fait
au Congrès des États-Unis par rapport à la rénovation des bâtiments de la Réserve fédérale, une rénovation qui est devenue très controversée. Ceux qui ont moins suivi ce dossier, on parle d'une rénovation qui a coûté environ jusqu'à 2 milliards de dollars selon certaines estimations. Et Trump en a fait vraiment un enjeu personnel contre Jerome Powell en affirmant que c'était une dilapidation des fonds publics et que Jerome Powell avait été négligent, pour ne pas dire qu'on avait profité du contribuable américain. Alors, tout ça est en train de prendre une drôle de dimension, alors qu'avec des accusations criminelles, bon, on tombe bien sûr dans un nouvel espace, dans une nouvelle forme d'escalade. Et déjà, Jerome Powell affirme que c'est une rétribution, c'est une attaque politique contre la Réserve fédérale, une attaque inédite avec l'objectif de forcer la Réserve fédérale à écouter les prescriptions du président en matière de taux d'intérêt. On sait que Donald Trump, bien sûr, milite toujours très fortement en faveur d'une baisse des taux d'intérêt pour stimuler l'économie américaine. Parlant d'économie, je pense qu'il vaut la peine maintenant qu'on se tourne du côté de l'Iran, alors que ces manifestations absolument massives qui prennent les rues, bien sûr, surtout de la capitale Téhéran, mais aussi un peu partout à travers l'Iran, sont en train de faire grand bruit à l'international et avec raison, parce qu'on nous décrit déjà ces manifestations comme étant les plus graves auxquelles l'Iran a assisté depuis certainement 2019. Vous avez eu quand même d'autres séquences de manifestations depuis. On pense à 2019, on pense également à 2022, 2023, sur la question du voile spécifiquement, mais toujours c'était une contestation quand même de l'aspect rigoriste, l'aspect trop conservateur, trop traditionnel justement de ce régime islamique. Et cette contestation aujourd'hui qui est en train de prendre une dimension carrément inédite. On décrit en fait ces manifestations en Iran, à l'heure où on se parle, comme étant la plus sévère contestation du gouvernement iranien depuis 1979, donc depuis la révolution iranienne elle-même. Tout ça a commencé, avant qu'on s'en aille sur, disons, la séquence d'événements elle-même. Il vaut la peine qu'on revienne sur le contexte. On a parlé beaucoup, à chaque jour sur Terre, en fait, dans les dernières semaines. En fait, on a une émission là-dessus. Guillaume, tu peux la mettre à l'écran actuellement. On a une émission d'il y a à peine quelques semaines où on avait pris la peine de revenir sur la situation en Iran parce que déjà, on sentait qu'il y avait disons, un certain ressentiment envers le gouvernement, une dissension. On sentait que la fracture sociale était vraiment sur le point d'atteindre un point de non-retour, alors que les gens avaient l'impression qu'ils étaient laissés derrière par les politiques du gouvernement. On avait l'impression que justement cette espèce de fixation sur la politique étrangère en venait à faire très mal à la qualité de vie des gens. Et donc, des gens qui observaient notamment une dévaluation de la monnaie qui devenait de plus en plus grave. C'est un point qu'on avait étudié ensemble dans cette vidéo de Chaque jour sur Terre. On avait pris la peine de revenir sur la question de la monnaie en évoquant le fait que c'était un des principaux facteurs pour ce qui est de la dégradation de la qualité de vie des gens en Iran. C'est la monnaie qui est actuellement, qui ne vaut strictement rien, qui s'échange environ 1,4 million par dollar américain. Alors, la monnaie iranienne, à l'heure où on se parle, ne vaut virtuellement rien, ce qui veut dire, bien sûr, que les salaires, conséquemment, ne valent à peu près rien. Et là, le problème, et c'est ce qui a déclenché vraiment cette manifestation au cours des derniers jours, parce que tout ça est très récent, il est important de le prendre en compte. Je commençais à observer ces épisodes de manifestation durant le temps des fêtes. Vers la fin du mois de décembre, on commençait à voir qu'il y avait quelque chose qui se passait en Iran. Cela dit, bien sûr, l'information est très limitée et c'est vraiment au cours des derniers jours que ça a pris une nouvelle dimension. Tout ça a commencé en raison de la dévaluation de la monnaie, justement. C'est vraiment l'événement déclencheur. Vous avez eu une dévaluation de la monnaie de l'ordre assez sévère, de presque 40 % qui a brisé les roues de l'économie iranienne. Et donc, le point déclencheur a eu lieu dans un bazar, dans un grand marché à Téhéran, dans la capitale, alors que, les gens qui opèrent ces commerces sont beaucoup plus exposés aux fluctuations monétaires que le commun des mortels, parce qu'ils sont ceux qui transigent avec l'international le plus souvent. Ce sont eux qui vont organiser les importations. Ce sont eux qui vont faire venir des tapis de Turquie ou encore faire venir du shampoing depuis la Chine ou des produits chimiques depuis l'Europe ou peu importe ce que vous voulez. Les importations sont beaucoup organisées par les commerçants eux-mêmes. Alors, vous avez cette tension particulièrement dans les bazars qui est importante, alors qu'on constate qu'il devient de plus en plus difficile de faire du commerce, il devient de plus en plus difficile de gagner sa vie. Et suite à cette dévaluation rapide de la monnaie, des commerçants du bazar sont sortis de leur commerce
pour aller rencontrer les autres, leurs collègues, leurs voisins, et les mobiliser à contester, à se plaindre, à se mobiliser essentiellement contre le gouvernement. Et donc, vous avez eu un premier mouvement de contestation qui est vraiment né dans les bazars depuis les commerçants. Ce mouvement de contestation s'est ensuite répandu à d'autres sphères de la société civile, largement en raison du fait, bien sûr, qu'on a beaucoup d'empathie pour la situation de ces commerçants. C'est quelque chose que tout le monde ressent à travers l'Iran. Non seulement, bien sûr, la dévaluation rapide de la monnaie qui fait très mal à tout le monde au niveau des salaires, de l'approvisionnement, etc., mais aussi additionnellement sur la capacité d'importer, d'exporter, la capacité de sortir du pays. On en a assez de ces sanctions qui, on a l'impression, agissent comme une camisole de force sur vraiment le pays lui-même et sur sa capacité d'émancipation économique. L'Iran est un pays qui est vraiment très dynamique économiquement. Si ce n'était que des sanctions, si ce n'était du régime qui, freine considérablement cette émancipation, aucun doute que l'Iran serait un mastodonte économique, non seulement à l'échelle régionale, mais à l'échelle mondiale. On parle d'un pays de quelques 90 millions d'habitants avec un nombre d'industries locales, indigènes, où on fabrique nos missiles, on fabrique nos avions, on fabrique des moteurs, on a vraiment une industrie, un cœur industriel qui est extrêmement riche en Iran et donc aucun doute là-dessus que la population est tout à fait en droit de réclamer du changement. On a l'impression d'être laissé derrière. Donc, suite à cette augmentation du coût de la vie, d'évaluation de la monnaie, les gens sont en colère, sortent dans les rues et ce qui a commencé en étant un mouvement donc qui était un peu marginal, c'est rapidement, on a eu une contagion à d'autres sphères de la société, notamment les jeunes, les étudiants, particulièrement ceux qui sont exposés à l'actualité internationale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, que ce qu'on a observé dans les derniers jours en Iran, c'est une tentative par le gouvernement de fermer entièrement les canaux de communication vers l'étranger. On a l'impression, à tort ou à raison, probablement partiellement des deux, un peu tort, un peu raison, que ces manifestations sont fomentées depuis l'étranger, que Israël, les États-Unis ont une responsabilité directe et qu'ils agissent actuellement par l'action directe dans les manifestations iraniennes pour les stimuler, les exagérer et en accélérer la portée, si on veut. Ce n'est pas complètement faux. Soyons très sérieux. Nous savons aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, sans équivoque, qu'Israël a une capacité de pénétration très importante en Iran. On le sait, on l'a vu durant la guerre de 12 jours, alors que les forces israéliennes ont été en mesure de déployer des bases de drones, littéralement, et de détruire des sites de lancement directement depuis l'intérieur de l'Iran. On a lancé des drones directement depuis le territoire, et ça, c'est sans parler, bien sûr, des assassinats précédents au cours des derniers mois, dernières années. On peut penser à Mohsen Farijadeh, notamment. On peut penser, bien sûr, à Qassem Soleimani, alors qu'il était en Syrie ou en Irak à ce moment. Mais donc, on a une capacité pour s'attaquer à l'Iran et on a une capacité de renseignement et d'action directe qui est assez importante. Alors, aucun doute qu'Israël et les États-Unis ont un rôle majeur dans les manifestations actuelles. Ça peut être aussi indirectement que par le financement des mouvements démocratiques ou d'opposition qui actuellement sont mobilisés dans les rues. Ça peut être également par une campagne d'information. Ça peut être également par une tentative, si on veut, d'amplifier le message de l'opposition. Mais additionnellement, c'est aussi par des déclarations parfaitement publiques et tout à fait transparentes, où vous avez le département d'État des États-Unis, vous avez le département de la guerre à travers Pete Hegseth, mais également le président des États-Unis lui-même, qui sortent publiquement pour dire « Nous appuyons les manifestants ». Ils veulent la liberté et on va les aider si nécessaire. Alors, juste cette déclaration-là, c'est en soi de l'ingérence. C'est en soi, si on veut, une contribution à la vitalité, au dynamisme des manifestations. Ils ont l'impression, avec raison, qu'ils ont un appui étranger et que donc, d'une certaine manière, l'Iran a les mains liées. L'Iran peut difficilement réagir en écrasant les manifestations alors qu'elle a déjà un gun sur la tempe de la part des États-Unis et d'Israël qui lui dit très clairement « Attention, we are watching ». On regarde. S'il faut qu'il y ait un massacre, s'il faut qu'on se mette à s'attaquer physiquement aux manifestants, alors il y aura une intervention militaire de la part des États-Unis et additionnellement, on comprend de la part d'Israël qui souhaite seulement rejoindre la partie. On entend Israël taper du pied dans le fond de la pièce. Alors,
Ces manifestations ont pris une dimension absolument catastrophique, alors qu'initialement, le régime a eu l'intention de les laisser aller, essentiellement. On a regardé les choses se développer, on a compris un peu la leçon des dernières années. C'est le genre de choses qui se produit périodiquement en Iran. Des manifestations importantes vont avoir lieu particulièrement à Téhéran, dans la capitale. Et il est important de noter qu'à l'exception de Téhéran, dans quelques grandes villes, Isfahan, etc., l'essentiel des manifestations sont de petite envergure. Ce sont de petites manifestations de 1 à 100 personnes pour la plupart de ces mouvements. Alors, il est important quand même de faire preuve de discernement. Et en ce moment, soyons très clairs, vous avez énormément de propagande de tous les côtés. Les Iraniens, ce matin, le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui nous disait « On a déjà tout repris le contrôle. La situation est sous contrôle, il n'y a aucun problème, tout le monde est rentré à la maison. » C'est totalement faux. Le gouvernement n'est pas actuellement en contrôle de la situation. Certes, il n'y a pas autant de manifestations qu'il y en avait dans les derniers jours, mais il n'y a aucun doute que ça va revenir. Il n'y a aucun doute que les manifestants n'ont pas terminé, surtout à mesure où on assiste non seulement à une escalade dans l'envergure des manifestations, parce que oui, dans certaines régions, vous avez des petits groupes de personnes qui manifestent, mais dans la capitale, on parle de plusieurs dizaines, sinon même des centaines de milliers de personnes. Faites attention quand même avec ces revendications pour des millions de personnes qu'on entend parfois. Des millions de personnes dans la rue, ça se voit. C'est impossible à rater. On aurait des images satellites sans équivoque. Où sont nos images satellites? Ça fait des semaines que ça dure. Les manifestations, clairement, n'ont pas l'envergure qu'on décrit dans les médias occidentaux. Il faut faire très attention avec ce qu'on nous décrit. Et je vous appelle à la prudence, notamment en gardant en tête ce qui s'est produit dans les dernières années. On a vu la même chose en 2019, 2022, 2023, où on nous disait « le régime va tomber, c'est terminé, c'est fini ». La chute du régime iranien, j'en parlais la semaine dernière, est à peu près aux Américains ce que le retour des Nordiques est aux Québécois. C'est un rêve presque fantasmé qu'on imagine ne finira pas toujours par ne pas arriver. Ça va finir par arriver. Alors, chaque fois qu'on voit un signe qui pourrait nous faire croire qu'on en vient vraiment dans une espèce de lubie collective à se dire que cette fois, c'est la bonne. C'est la même chose avec les Iraniens. C'est la même chose avec les Américains vis-à-vis l'Iran. On pourrait ajouter Israël là-dessus. On est si enthousiaste à l'idée de voir le régime s'effondrer qu'on est prêt à y croire dès qu'il y a une forme de contestation, même la plus mineure. Alors, actuellement, nous ne savons pas avec certitude l'envergure des manifestations et à quel point ça englobe l'entièreté de la société civile. Au moment où on se parle, au moment où j'enregistre cette émission, nous sommes lundi, il y a des manifestations pro-gouvernementales à Téhéran. Vous avez Massoud Pezeshkian qui marche dans les rues et qui s'adresse aux manifestants et qui est entouré de ses supporters. Donc, c'est important de le garder en tête aussi. Certes, il y a une portion de la population qui est opposée au régime, comme toujours. C'est absolument normal. Il y a toujours une opposition au gouvernement, peu importe la structure politique, que ce soit dans une démocratie, dans une dictature, tout ce que vous voulez. La question, c'est est-ce que les gens sortent pour le manifester, pour l'afficher publiquement? Lorsqu'on a l'impression qu'on va s'exposer à de la répression, bien sûr, les gens ne le font pas. Maintenant, pour ce qui est de l'Iran, il y a quand même un certain dynamisme démocratique, il y a quand même une vitalité dans la société civile qui fait que oui, les gens ont l'impression de pouvoir sortir sans nécessairement mourir sur place. Les gens savent très bien quand même qu'il y a un certain niveau de contestation qui est toléré habituellement. Alors, vous avez d'un côté des opposants du gouvernement, de l'autre, vous avez des appuis du gouvernement qui veulent absolument maintenir la révolution islamique, qui ne veulent surtout pas d'un changement de régime et qui voient tout ça comme une tentative, il faut le dire, d'usurpation depuis l'extérieur. Encore une fois, je me dois absolument, par intégrité intellectuelle, de nuancer beaucoup ce qu'on entend actuellement sur la place publique vis-à-vis l'éventualité d'un remplacement du régime islamique, du régime des mollahs en Iran. On nous dit, on veut remplacer ce régime. Regime change is the word. Quelle serait l'alternative? Ça, c'est ma question. Parce qu'actuellement, plusieurs d'entre vous, je vous dirais, dans le commentariat, dans les observateurs en matière de géopolitique, beaucoup ont la naïveté de sauter pieds joints dans la
campagne psychologique israélienne qui tente de nous faire croire que la seule alternative au régime des mollahs, au régime islamique, serait un retour au régime du Shah, qui a été remplacé par la révolution. On revient rapidement dans l'historique de l'Iran, c'est peut-être quelque chose avec lequel on n'est pas tous à l'aise, mais vous avez eu la période du Shah, où le Shah Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, était un allié des États-Unis et, pour dire, en fait, une marionnette américaine qui, certes, permettait beaucoup plus de liberté civile et qui, certes, il y avait une qualité de vie supérieure pour certains groupes de la population et absolument, on pourrait considérer que c'était plus enviable. Mais il demeure que c'était une marionnette américaine. Il demeure que c'était une commande étrangère qui n'était pas vraiment particulièrement intéressée par les intérêts de l'Iran et des Iraniens. Et c'est d'ailleurs notamment pourquoi il y a eu la révolution en 1979. C'est que les gens en avaient assez. On avait l'impression qu'on abusait d'eux, on avait l'impression qu'on vidait l'Iran, et c'est pas complètement faux. On profitait beaucoup de la prospérité iranienne, notamment en matière de pétrole, d'hydrocarbures, pour les Britanniques et les Américains. Alors, lorsque la révolution islamique a eu lieu, on a rejeté le régime du Shah. Et aujourd'hui, alors qu'on veut se débarrasser de la révolution islamique, il est complètement naïf, mais aussi insultant de présumer que ce que veulent les Iraniens sera un retour au régime du Shah qui a abusé, volé puis dérobé leur pays pendant des années. Au contraire. Et en passant, on vous met un autre article à l'écran actuellement, c'est effectivement une guerre psychologique israélienne. C'est une opération israélienne qui existe depuis des mois et à laquelle on a assisté dans la dernière séquence. Vous vous souvenez de Mohammad Pahlavi aussi pendant la guerre de 12 jours, qui nous disait « ça y est, c'est le temps ». C'était la CIA et le Mossad qui étaient en train de cuisiner quelque chose. Et à ce moment, c'en était presque drôle, c'en était cocasse, parce qu'on se disait « mais à quel point la CIA et le Mossad, justement, ont du front tout le tour de la tête ». À quel point ils ont du culot de ressortir Reza Pahlavi, le fils du Shah, qui, en passant, n'a jamais mis un pied en Iran, je ne devrais pas dire ça, qui n'habite plus en Iran depuis des années, qui a quitté l'Iran, qui est un exilé, qui habite, si je me souviens bien, est-il aux États-Unis aujourd'hui? Il n'est pas en Iran, en tout cas, ça, je vous le garantis, il n'est pas en Iran, et se permet des commentaires sur Twitter et s'enregistre avec le micro de sa webcam pour dire « c'est la fin du régime, sortez tous dans les rues ». Tout ça est une opération israélienne. Les Israéliens veulent, oui, remplacer le régime, mais encore plus, le remplacer avec quelqu'un qui serait favorable à leurs intérêts. Never let a good crisis go to waste. On ne gaspille pas une bonne crise. Alors les Israéliens voient cette opportunité de dire, quoi, ils veulent se débarrasser du régime, probablement. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, mais on va leur soumettre une alternative. Et là, vous voyez des drapeaux de l'ancien régime, des drapeaux de l'époque du Shah. La République iranienne de l'ère du Shah. On les installe sur les ambassades, on les brandit dans les manifestations. La portion des manifestants qui réclament le retour de Reza Pahlavi et du régime du Shah, c'est une micro-minorité, c'est marginal. Il faut le comprendre, l'écrasante majorité des manifestants et même de la population at large en Iran ne veut rien savoir d'un retour au régime du Shah. Ce serait même un retour en arrière s'il y a quoi que ce soit, on s'est débarrassé de tout ça. C'est un peu comme si les Français décidaient d'abolir la 5e République pour tourner à la 4e ou à la 3e. Parce que l'Allemagne est en train de faire une campagne d'information puis a déterminé que c'était dans son intérêt de saboter la France. C'est à peu près la même chose. Alors, soyez très, très, très prudents lorsqu'il est question de Reza Pahlavi, cette espèce de nobody qui n'a aucune crédibilité en Iran, qui parle tout juste la langue en passant. Et là, en ce moment, en voulez-vous une bonne, en voulez-vous une lunaire? Reza Pahlavi dit « Il se propose humblement comme chef intérimaire du gouvernement iranien lorsqu'on aura déposé le régime. Il se propose comme chef intérimaire, mais ne veut pas aller habiter en Iran. » Je blague pas, là. Il propose de gérer le gouvernement, mais refuse de s'installer en Iran de manière permanente. Refuse de retourner en Iran. Et je vais vous diriger, mais depuis un exil. Et vous ne me direz pas que c'est une opération étrangère. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Alors, il faut faire preuve de discernement. C'est vraiment le mot ici. Discernement. Et s'il vous plaît, venez pas me dire « il est pro-iranien » ou quoi que ce soit. Voilà 3 semaines, vous me dites que j'étais pro-israélien parce que je vous disais que ça allait pas bien en Iran.
Puis voilà 2 mois, je vous disais qu'il avait mangé une volée, puis que ça ira probablement pas très bien, et que ça aurait des impacts politiques, et que potentiellement, que la légitimité du régime serait contestée. C'est ce que je disais dans cette vidéo-là, d'ailleurs. C'est ce qu'on disait aussi dans le documentaire sur l'Iran. Oui, attention, Mané, quand tu as passé ton temps à dire que tu nous défends contre les méchants impérialistes et que tu échoues à cette tâche de manière aussi flagrante que lamentable, il serait compréhensible que la population perde confiance, qu'il y ait du ressentiment, surtout avec les conséquences économiques qui découlent de tout ça. Bien, voyez-vous, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard à peine, on se retrouve avec des manifestations inédites dans l'histoire iranienne. Encore une fois, on ne sait pas l'envergure de ces manifestations, on se fie à ce qu'on voit et à ce qu'on nous dit. On pourra le comprendre éventuellement, mais une chose est sûre, il y a certainement de contestation du gouvernement. Il y a certainement de contestation. Alors, devant tout ça, maintenant, la question est de savoir dans quelle direction on s'en va. Parce que, avec ces manifestations qui ont été au début tolérées, si on veut, par le gouvernement iranien, cette fois, on commence vraiment à organiser une répression sévère de ces manifestations. On nous parle de plusieurs centaines de morts, déjà. On a commencé avec quelques dizaines, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 50. Maintenant, on parle d'au-dessus de 200 morts. Certaines sources, qu'on devrait prendre à la légère, nous parlent d'au-dessus de 2000 morts dans les manifestants et dans les forces de sécurité. Il est important de le comprendre. L'essentiel des décès et des blessés sont bien sûr du côté des manifestants qui seraient atteints non seulement par des projectiles qu'on nous dit lancés depuis le niveau du sol, mais surtout, apparemment, par des projectiles qui seraient lancés par des drones. Des drones et des balles réelles tirées depuis des toits. Ça sent l'action directe. Ça sent énormément l'action directe. Combien de ces balles sont tirées par des Iraniens? Combien de ces balles sont tirées par des agents étrangers? Ce sont des questions légitimes. Je ne vous dis pas qu'on a des indications en ce sens. Je vous dis que si j'avais à déstabiliser un pays, de la même manière qu'on a mis une ligne rouge pour Assad, en lui disant « Si tu utilises des armes chimiques, bang, 4 secondes après, on trouve des armes on n'a jamais trouvé. On a une supposée attaque chimique en Syrie, qui a été prouvée comme étant une fabrication en passant. On pourrait faire la même chose avec l'Iran. Aussi dégueulasse que ça puisse sonner, c'est pas pire qu'une attaque chimique. C'est pas pire qu'une attaque chimique si ça peut justifier, quand il y a question de politique étrangère et de géopolitique, vous seriez surpris à quel point ça va loin. Alors, est-ce qu'on a des agents du Mossad sur les toits qui prennent plaisir à clap 1 ou 2 Iraniens pour le plaisir, en sachant très bien que c'est une excuse fantastique et que vous avez le président des États-Unis qui dit « S'il y a un manifestant qui meurt, nous allons intervenir militairement. » Les intérêts croisés deviennent extrêmement dangereux. Alors, qui actuellement tire sur les manifestants? On présume de bonne foi que c'est le gouvernement iranien, que ce sont les forces de sécurité iraniennes qui essaient de contrôler les manifestations et qui prennent des pot shots au hasard sur des gens dans... Disons que c'est ça. Il faut quand même faire preuve de discernement. Lorsqu'on dit on veut remplacer ce régime, on a le droit d'appuyer les manifestations. On a le droit de dire absolument on appuie le peuple iranien qui demande la démocratie, qui demande, en passant, oui, on demande la démocratie. Ça fait partie des revendications. Pour la plupart, on veut se débarrasser des chefs cléricaux, on veut se débarrasser de l'autorité religieuse, mais surtout, on veut se débarrasser de la nature antidémocratique du régime. On veut des élections libres, avec de l'opposition. On est prêt à garder beaucoup des institutions, des tribunaux, des structures de la révolution islamique. Elle peut être réformée depuis l'intérieur. C'est essentiellement le message de beaucoup d'Iraniens et de manifestants. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Vous avez le droit d'appuyer les manifestations en Iran sans nécessairement appuyer la psyop israélienne pour installer Reza Pahlavi. C'est tout à fait légitime. Vous avez le droit de dire « oui, ça, je les appuie, mais ça, c'est de la bullshit. Ça, on essaie de nous en passer une petite vite. On essaie de nous passer une couleuvre. » La vraie solution, c'est pas de réinstaller un régime suranné, anachronique, dépassé, rejeté par la population, éminemment antidémocratique. La vraie solution, c'est plutôt de permettre au peuple iranien d'avoir le droit à l'autodétermination. Un droit reconnu partout à travers le monde et à travers toutes les instances internationales pour tous les peuples.
Alors là-dessus, le peuple iranien ne fait pas exception. Il a le droit à l'autodétermination, il a le droit de sélectionner son prochain gouvernement librement, en toute liberté des ingérences et des influences extérieures, et ce, au détriment des intérêts israéliens. Parce que vous comprendrez qu'un gouvernement iranien, peu importe lequel sera-t-il, non mangera pas dans la main d'Israël. Probablement pas. Pas au jour 1. Pourquoi? Mais regardez l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite refuse encore de normaliser. Est-ce que c'est un ennemi des États-Unis? Est-ce que c'est un régime sanctionné? Non, il y a beaucoup de pays arabes qui vont juste refuser. Puis les Perses vont faire la même chose parce que c'est dans leurs intérêts de le faire. Alors là-dessus, soyons très, très prudents avec l'orientation du narratif qu'on essaie de nous proposer actuellement. D'abord, on ne sait pas l'envergure de ces manifestations. Deuxièmement, il faut être prudent avec l'alternative qu'on met sur la table parce que, à force d'appuyer ces manifestations, on nous dirige dans une espèce d'entonnoir comme si la seule porte de sortie, c'était d'installer quelqu'un d'autre. Ensuite, ce qui est de la réponse du gouvernement, comme je disais, on arrive avec de plus en plus de violence et c'est aussi combiné à une interdiction d'Internet. En fait, on a littéralement brouillé le signal Internet à l'intérieur du territoire, presque dans son entièreté, surtout dans la capitale, paraît-il, mais c'est aussi à la grandeur du pays où vous avez une restriction au niveau du partage de l'information pour ce qui est des manifestations, etc. Alors, il est très difficile d'avoir de l'information fiable. Des vidéos qui sortent de l'Iran. Les seules vidéos qui sortent actuellement de l'Iran doivent essentiellement être mises en ligne à travers des terminaux Starlink qui ont été cachés à l'intérieur du pays, soit avant le conflit ou soit dans les derniers jours. Il a fallu les introduire à travers la contrebande, littéralement. On a fait entrer des satellites Starlink et donc on est en mesure d'utiliser Internet encore. Mais pour le moment, tout ce qu'il y a de réseaux sociaux, Internet, les réseaux cellulaires, c'est entièrement banni et fermé par le gouvernement parce qu'on craint qu'il y ait, une pénétration extérieure. Deux, on a peur aussi que ces images se retrouvent dans les bulletins de nouvelles à l'échelle internationale. Alors, tout ce qu'on obtient, ce sont des sources qui, disons, périphériques. Il est difficile de savoir ce qui se passe vraiment. Les seuls, en passant, si ça vous intéresse, les seuls qui ont l'autorisation actuellement d'opérer à l'intérieur de l'Iran, malgré l'interdiction sur Internet, sur les réseaux sociaux, les cellulaires, c'est Al Jazeera. Alors, Al Jazeera est actuellement la seule source crédible pour ce qui est de ce qui se passe en Iran. Si vous voulez faire un suivi actif, je vous invite à consulter les travaux d'Al Jazeera. Tout ça amène aussi, à une escalade avec les États-Unis. On le comprendra, alors que Donald Trump, de son côté, ne veut pas rater l'opportunité d'abord de punir le régime iranien, mais surtout aussi on le constate de plus en plus, de manifester la force américaine. Après l'intervention sur le Venezuela, Trump a clairement une conviction de l'invincibilité des forces armées américaines. On est devenu un peu convaincu. Il faut comprendre qu'on a frappé l'Iran en toute impunité, sans conséquence. On a frappé au Nigeria en toute impunité, sans conséquence. On a frappé au Yémen, on a frappé additionnellement, écoutez, on pourra en faire en Irak, en Syrie, Hier, on frappait en Syrie, encore une fois. Le Venezuela, bien sûr, c'en est une là-dedans, mais additionnellement, même les premières frappes sur l'Iran pendant la guerre de 12 jours, etc. Donc, les Américains sont vraiment venus convaincus que peu importe ce qu'ils vont faire, ce sera en toute impunité. Et ils n'ont peut-être pas tort. Parce qu'on a constaté que la capacité de l'Iran de répondre et de punir les États-Unis dans l'éventualité d'une agression est extrêmement limitée. Les Iraniens vont peut-être être en mesure de balancer quelques missiles vers Israël, mais ne seront certainement pas en mesure de livrer une guerre entière. Donc, Trump nous dit aujourd'hui que face à ce soulèvement en Iran, face à ce massacre, il a l'intention d'intervenir à travers les forces armées américaines, qu'il y aurait donc une intervention militaire des États-Unis au cours des prochains jours. À travers tout ça, Trump affirme aussi que l'Iran veut négocier, que devant la menace d'une intervention militaire qui contraint, comme je vous le disais tout à l'heure, qui attache les mains du régime. Si c'était pas de cette menace, si c'était pas de l'influence extérieure, puis de la politique étrangère, puis de la situation géopolitique, probablement que le régime aurait juste été sorti puis arrêté tout le monde. Probablement qu'on aurait arrêté 150 000 personnes dans un seul grand coup. Et les États-Unis se seraient plaints par des canaux internationaux, on aurait fait des déclarations dans les médias, mais on n'aurait pas vraiment, on ne serait jamais intervenu. Imaginons une présidence Biden, essentiellement. Mais à raison de la situation avec Trump, parce que le régime iranien sait très bien que les États-Unis regardent
et qu'il tape du pied avec l'envie d'intervenir en Iran, alors la marge de manœuvre pour réprimer ces manifestations est considérablement réduite. Et on pourrait dire aussi que Trump n'a pas une marge de manœuvre infinie, malgré ce qu'on pourrait croire. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les États-Unis hésitent encore en ce moment. C'est qu'on ne veut surtout pas se tirer dans le pied. On ne veut surtout pas aider le régime iranien à sortir des manifestations. Si on voit un ennemi en train de commettre une erreur, il ne faut surtout pas l'interrompre. Et en ce moment, le régime iranien semble vraiment commettre des erreurs dans sa gestion des manifestations, dans le message un peu hybride qu'on lance aux gens. D'un côté, on dit « restez chez vous, sinon on vous arrête, puis il va y avoir des morts ». Et de l'autre côté, on dit « on va essayer de réformer l'économie, on comprend les demandes des manifestants ». Vous avez le président iranien, Massoud Pezeshkian, qui s'est déjà engagé à réformer l'économie de fond en comble face aux revendications des manifestants. Donc, là-dessus, ce n'est pas complètement clair quelle est l'intention du gouvernement iranien. Une chose est sûre, c'est que les États-Unis, en intervenant militairement, mettraient fin à ce mouvement de manifestation. Et probablement qu'exactement comme on l'a vu durant la guerre de 12 jours, on verrait l'inverse, un mouvement de ralliement patriotique autour du gouvernement. Je vous le disais, ce matin, vous avez des manifestations d'appui du régime. Les gens sortent dans la rue avec des drapeaux pour appuyer la révolution islamique. Alors, c'est pas comme si c'était tout noir et tout blanc. Peu importe ce que vont faire les Américains, il y aura une réponse, il y aura une rétroaction. Si les Iraniens ont l'impression que ce qui est en train de se passer est une usurpation de leur pays par des forces extérieures et qu'on instrumentalise leurs manifestations présumément organiques à des fins géopolitiques, les gens vont tout simplement arrêter puis débarquer. Ils ne sont pas stupides. Il n'y a personne qui veut se faire voler son pays. On vient de voir ce qui s'est passé au Venezuela. Je serais très surpris que les Américains interviennent militairement dans la séquence actuelle de manière trop directe. Il y aura une intervention américaine, soyons clairs. Mais pour les raisons que je viens de vous donner, je ne crois pas à une intervention heavy-handed, à une intervention vraiment pesante de la part des États-Unis, où on irait avec plusieurs centaines d'avions, encore une fois, parce que c'est le genre d'opération de quoi il serait question. Je crois plutôt qu'on commence une négociation. L'Iran a déjà manifesté son intention de négocier. Le gouvernement iranien dit vouloir rouvrir la question nucléaire. Pourquoi vous pensez? Pourquoi vous pensez? Qu'est-ce qui fait que l'économie s'effondre? Les sanctions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des sanctions? Le programme nucléaire. Si on se débarrasse du programme nucléaire, on se débarrasse des sanctions. Si on se débarrasse des sanctions, on règle la question économique. Si on règle la question économique, on règle la question des manifestations. Alors, l'Iran est maintenant dans une très bonne posture pour négocier. Il ne faudrait pas se surprendre si les États-Unis ne sont pas stupides. Ils vont voir cette opportunité et vont tenter d'abord de la saisir avant toute intervention militaire. Et je crois que Trump est déjà en train de prendre un positionnement en ce sens, en nous disant « on va déterminer au cours des prochains jours si on les frappe ou pas. Ils ont accepté de négocier, mais je ne sais pas si on va se rendre jusqu'au meeting. » C'est la déclaration de Trump, en disant « je ne sais pas si on va avoir le temps de se rendre jusque-là, c'est dans 2 jours, et il se pourrait que dans les 2 prochains jours, on soit obligé d'intervenir. » Donc, clairement, les États-Unis veulent se garder une porte ouverte pour menacer et intimider le régime iranien, leur faire croire que ça pourrait effectivement être la fin de l'aventure. Maintenant, cette posture en soi est une invitation à négocier qui est très crédible. Très crédible. Et les Américains, depuis le début, disent qu'ils veulent négocier. Ils bombardaient l'Iran en disant « on veut juste négocier ». Pendant que les bombes tombaient, ils disaient « non, on va arrêter demain matin si vous arrêtez votre programme. » On n'a jamais fermé la question de la négociation. Trump a démontré certes moins d'intérêt depuis cet épisode parce qu'il savait très bien ce qui allait se produire, ce à quoi on assiste actuellement. Ce n'était pas les États-Unis qui allaient prier pour retourner aux négociations. Il fallait attendre que l'Iran le demande, le supplie. Et c'est ce que l'Iran fait aujourd'hui, dans une posture extrêmement difficile et vulnérable vis-à-vis de sa population, dans une posture extrêmement... Et donc, soyons clairs, tout ça, si le régime tombe, peu importe ce que les États-Unis ont fait, j'y crois pas, je ne pense pas que le régime va tomber, mais si ça arrivait, ce serait une intervention américaine. Ils n'ont pas besoin d'aller larguer des bombes pour dire c'est eux qui ont fait tomber le régime. Non, ils ont mis les sanctions qui ont créé les manifestations.
Ils ont mis les sanctions qui ont tué l'économie, qui ont foiré la monnaie dans les caniveaux et qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus vivre et donc contestent le régime. Pas de sanctions, pas de manifestations. C'est une intervention étrangère. C'est juste que ça a pris des années pour qu'on la voie. Il a fallu des années pour qu'on constate les conséquences et qu'on obtienne le résultat final. Si c'est effectivement le cas, encore une fois, je maintiens, je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'est la fin du régime islamique. Ils sont là depuis 1979, ils ne sont pas stupides. On sous-estime constamment l'habileté du régime iranien à se maintenir en vie, à gouverner. Ça, c'est vrai depuis les années 90, 2000, pendant même la guerre de 10 jours, pendant l'histoire du programme nucléaire. On passe notre temps à croire que l'Iran est au bord de l'effondrement. Ce n'est jamais vraiment le cas. Et là-dessus, vous avez un appui déjà très clair de la part de la Chine, spécifiquement, pour le gouvernement iranien. On nous dit que, on est contre toute ingérence étrangère, donc on lance déjà un clin d'œil aux États-Unis, comme quoi n'intervenez pas en Iran, ce n'est pas de vos affaires, peu importe ce qui se produit. Et d'une certaine manière, on comprend aussi que ce serait dans l'intérêt du gouvernement chinois. Ce serait contre l'intérêt du gouvernement chinois que de dénoncer les manifestations en Iran, dénoncer la répression du gouvernement contre les manifestations. La Chine fait la même chose. La Chine fait exactement la même chose quand il y a des manifestations. La Chine en soi est un régime autocratique, contesté, qui réprime systématiquement toute manifestation et de mécontentement contre le gouvernement. On a eu ces manifestations durant la COVID. Qu'a fait le gouvernement chinois? On les a écrasés, on les a enfermés, on les a emprisonnés, on a disparu les leaders. Alors, dans cette optique, certainement, il faut s'attendre que le gouvernement chinois va essayer de légitimer la tentative du gouvernement de remettre son autorité sur la population, de réaffirmer son autorité et sa légitimité. Alors, attendez-vous au cours des prochains jours à une intensification de la campagne israélienne pour nous convaincre de la chute du régime. Israël travaille en surtemps actuellement pour, 1, nous convaincre que c'est imminent, 2, convaincre les États-Unis d'intervenir, et 3, pousser l'Iran à une attaque contre Israël. Déjà, en passant, l'Iran a signalé clairement, par des déclarations publiques sans ambiguïté, qu'on pourrait frapper Israël maintenant par prévention. Parce qu'on devient convaincu que, 1, Israël est derrière ces manifestations, mais on est aussi convaincu qu'Israël s'apprête à frapper l'Iran, qu'on veut profiter de cette séquence pour lancer une nouvelle opération militaire contre l'Iran. Il faut le dire, Israël ne partage pas nécessairement les mêmes ambitions que les États-Unis pour ce qui est du consensus de la population. Les États-Unis voudraient bien sûr que la population remplace son gouvernement lui-même et qu'on ait quelque chose de très organique qui se produise. Pourquoi on veut laisser les choses se passer? Du côté d'Israël, on serait tout à fait confortable à aller tuer tout le monde. On serait tout à fait confortable à aller tuer l'ayatollah, tuer le président, Massoud Pezeshkian, tuer le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, aller tuer 3-4 généraux des gardes de la Révolution. Et ça paraît froid, mais je suis très sérieux. C'est leur opération qu'eux ont en tête depuis la guerre de 12 jours et que les États-Unis n'ont pas permis. On n'a pas autorisé Israël à aller jusque-là parce qu'on n'estimait pas que c'était nécessaire. Aujourd'hui, aucun doute qu'Israël se permet la possibilité d'y réfléchir. Surtout que les États-Unis ont clairement manifesté un feu vert total à peu importe ce que veut faire Israël en Iran, en raison justement des manifestations. Alors, ne vous surprenez pas si au cours des prochains jours, Israël fait tout son possible pour stimuler, provoquer une attaque contre elle. On va probablement y aller avec des déclarations assez incendiaires et probablement aussi que les États-Unis vont essayer de poke the bear juste pour voir ce qui va se produire. L'Iran pourrait commettre une erreur qui justifierait une intervention militaire. Et si l'envergure de cette intervention n'est peut-être pas la même, les États-Unis imaginent certainement... Ma prédiction pour les États-Unis, c'est qu'on irait frapper des bases militaires. On irait frapper des bases militaires et probablement une ou deux chaînes de télévision associées avec le gouvernement. Probablement qu'on irait également frapper des installations de la police anti-émeute. Juste pour lancer un signal.
La police anti-émeute, qui actuellement est beaucoup responsable, si on veut, de la répression des manifestations. On voit des gens qui sont embarqués dans des vannes et qui sont sortis vraiment de force. Alors, dans une éventualité d'intervention militaire, je présume que les Américains frapperaient surtout ce genre de cible symbolique parce qu'encore une fois, ils voudraient être vus comme étant du côté des manifestants. Et de frapper ce genre d'installation, de frapper vraiment l'architecture sécuritaire du régime plutôt que l'économie, plutôt que la qualité de vie des gens, ce serait peut-être, je vais dire, mieux reçu, moins mal reçu par les Iraniens, par la population. Alors, manifestement, ce n'est pas terminé. On en a encore pour quelques jours, mais ça pourrait se terminer plus vite qu'on pense. Parce que le principal facteur qui détermine tout ça, ce n'est pas la réaction du gouvernement, ce n'est pas ce que dit Israël, ce n'est pas ce que dit Washington, c'est vraiment plutôt ce que font les Iraniens eux-mêmes. Et dans les derniers jours, dernières heures, on voit déjà un certain essoufflement du mouvement. Ça pourrait reprendre. Mais le gouvernement était tellement clair. Le gouvernement actuellement envoie des messages textes à tout le monde à travers le pays. Un peu comme les messages textes d'urgence que vous recevez parfois sur votre téléphone. Bien là, c'est le gouvernement qui envoie des messages textes pour intimider les gens, pour leur dire « Si vous sortez dans les rues ce soir, si vos enfants sortent dans les rues ce soir, il pourrait leur arriver quelque chose. » Essentiellement. Alors qu'on dit « Attention, il y a des gens qui meurent dans les rues, blablabla, gardez vos enfants à la maison, on ne sait jamais ce qui pourrait leur arriver. » Alors les gens, naturellement, ont moins tendance à sortir. Vous avez 2 appels à la prière. Bon, on nous dit que par le 2e appel, il n'y a plus personne dans les rues. Les rues sont calmes, mortes, désertes. Alors, on verra ce qui va se produire dans les prochains jours, mais il faut du discernement. Et s'il vous plaît, encore, là, je vois toujours le même phénomène. Vous êtes tellement prévisible. Je dis vous, je ne devais pas vous attaquer personnellement. Je suis désolé. Je suis certain que toi, à qui je parle en ce moment, tu n'es pas comme ça. Mais les maudites images, photos de profil sur Facebook, en fonction de la guerre ou de l'événement ou de la psy-up qui se produit au moment, là, ou quand c'est l'Ukraine, c'est des drapeaux de l'Ukraine. Quand c'est l'Iran, là, on voit des drapeaux du Shah, des drapeaux de la République du Shah. Les gens mettent ça en photo de profil. J'appuie l'Iran. C'est comme, guys, arrêtez de licher la botte aussi. Je veux dire, vous allez vous brûler la langue. Arrêtez. Quand c'est l'Ukraine, quand c'est la Chine ou quand c'est... Il y a souvent beaucoup de manipulation là-dessus et ça demande du discernement et ça demande un peu de respect aussi, de considération vis-à-vis d'un pays qui n'est pas le nôtre. On doit laisser ces choses-là se produire. C'est pas à nous de regarder ça en tapant du pied et en étant tout excité à l'idée de voir des gouvernements tomber quand vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. Avez-vous déjà vécu un effondrement de gouvernement? Avez-vous déjà vécu l'Irak? Avez-vous déjà vécu la Libye? Avez-vous déjà vécu Noriega? Avez-vous déjà vécu Haïti? Je veux dire, c'est pas drôle quand ça s'effondre. C'est jamais drôle. Et là, on s'imagine qu'on va s'installer un nouveau gouvernement, puis tout va bien aller, puis que la population ne souffrira pas, qu'il n'y aura pas des morts, qu'il n'y aura pas une désintégration de l'architecture sécuritaire. Hey, l'Iran, vous avez combien de groupes armés? Ils gèrent un axe de résistance dans tout le Moyen-Orient au complet. Il arrive quoi si ça s'effondre? Il arrive quoi si tout ce monde-là n'a plus d'argent? On se parlait il y a 2-3 semaines que l'Iran envoyait $1 milliard au Hezbollah, au Hamas, aux forces internationales qui viennent défendre justement son axe de la résistance. Il arrive quoi quand vous supprimez $1 milliard là-dedans? Ils disparaissent. Ou ils se trouvent d'autres moyens de financer. Puis ils redoublent d'ardeur dans leurs opérations. Je veux dire, arrêtez d'être aussi enthousiaste à l'idée de voir un pays s'effondrer. On doit le regarder. On doit encourager. Si vous voulez vous ranger avec les manifestants puis partager leurs ambitions de liberté, vous avez le droit. Mais il faut garder une gêne vis-à-vis l'enthousiasme puis le tapage de pied excité à l'idée de voir un pays s'effondrer. Alors, on souhaite le mieux à la population iranienne. On leur souhaite le mieux, le meilleur et on leur souhaite l'autodétermination. C'est ce que je leur souhaite. C'est soit de garder leur gouvernement, then so be it. Et s'ils souhaitent au contraire se débarrasser de ce gouvernement pour rejoindre la table des nations, sortir du régime de sanctions et enfin se débarrasser de cette espèce d'hostilité ambiante, alors tant mieux, ils seront le bienvenu. On continue maintenant avec une mise à jour au Venezuela, alors que dans les derniers jours, on se demandait un peu comment l'administration du pays allait pouvoir être organisée, considérant que les États-Unis n'ont pas de force sur le terrain, mais nous disent « on contrôle le pays ».
On contrôle le pays via Delcy Rodriguez, une proche de Maduro qu'on a reconnue comme étant la présidente légitime, il faut le dire, au détriment de l'opposition, de Maria Corina Machado. On a parlé beaucoup de Mme Machado à la revue de presse et à 7 jours sur Terre plus largement, chaque jour sur Terre dans les derniers mois. On sait que Maria Corina Machado est la principale, si on veut, leader de l'opposition, la plus en vue. Il y a quand même des années qu'elle collabore avec les États-Unis dans des tentatives de renverser le régime chaviste. On essayait, même au début des années, c'était en 2002, vous aviez déjà Marina Corina Machado qui était une des signatrices du décret Carmona pour retirer Chavez et elle était déjà associée à ce moment aux États-Unis. Elle recevait beaucoup d'argent à travers son organisation, Sumate, qui recevait de l'argent via l'USAID et le National Endowment for Democracy, qui sont bien sûr les bras publics de la CIA. Donc, il n'y a pas de doute que les États-Unis avaient en théorie préparé Maria Corina Machado à prendre le pouvoir dans l'éventualité de la chute, soit de Chavez, soit de Maduro. Ça, il n'y a aucun doute. Même les Vénézuéliens le savaient eux-mêmes. Elle-même le savait. On lui a remis un prix Nobel de la paix un peu en présumant qu'elle serait une figure d'opposition incontournable dans l'éventualité où un gouvernement Maduro s'effondrerait. Maintenant, les États-Unis nous disent Maria Corina Machado n'a pas l'autorité, la crédibilité ou le support à l'intérieur du Venezuela pour assurer une transition. Au départ, on se demandait un peu de quoi tout ça revenait, parce qu'on s'entend justement, les États-Unis ont travaillé en proche coordination avec Maria Corina Machado. On s'attendrait à ce qu'il y ait une forme de collaboration maintenant que le régime est tombé. Et s'avère-t-il, en fait, on se posait la question à savoir pourquoi Trump est aussi fâché contre elle. Est-ce que c'est à cause de ce prix Nobel de la paix? Ça aurait été un peu vaniteux, on s'entend, si Trump en avait vraiment contre la leader d'opposition, au point de laisser le pouvoir au gouvernement chaviste, au gouvernement Maduro, par pure rancœur personnelle. Ça ne faisait pas vraiment de sens. On apprend aujourd'hui, cette semaine, devrais-je dire, que la recommandation venait de la CIA, que c'est donc la CIA qui aurait conseillé Trump sur l'après-Maduro et qui aurait exposé à Trump un certain nombre de problèmes, d'enjeux avec la notion de transfert de pouvoir à Maria Corina Machado, assez que probablement que ça aurait mené à une guerre civile, en fait. Et que la CIA a donc déterminé que la meilleure approche pour l'après-Maduro était, ironiquement, de transférer le pouvoir à sa seconde, à la seconde de Maduro. Sa vice-présidente, chef de l'industrie pétrolière, chef également des relations étrangères, qui se retrouve aujourd'hui en charge d'un pays qu'on dit collaborer avec les États-Unis. Et dans les premières heures, presque immédiatement, Delcy Rodriguez a refusé de collaborer. Il nous a plutôt dit, c'est une invasion, on veut récupérer Maduro. On continue encore d'ailleurs à faire des représentations en ce sens. On demande à ce que Maduro soit libéré immédiatement. Et si vous allez voir sur la page Facebook de Maduro depuis son emprisonnement à tous les jours, il y a un décompte. Tous les jours, on écrit 2 jours en détention, 3 jours séquestrés, 4 jours séquestrés, 6 jours, on est rendu à 12 jours séquestrés. Alors, le gouvernement vénézuélien ne lâche pas du tout l'enjeu de l'emprisonnement de Maduro, même si on apprend en coulisses, c'est loin d'être public, mais en coulisses, le gouvernement vénézuélien aurait commencé à collaborer avec les États-Unis. Delcy Rodriguez, personnellement. D'abord, vous avez, un certain nombre de rapports qui nous proviennent de l'ombre, si on veut, des déclarations anonymes, des gens autour de la Maison-Blanche qui nous disent « Inquiétez-vous pas, on a une collaboration, tout est en ordre ». Elle n'a pas le choix si elle ne veut pas perdre la face publiquement, elle n'a pas le choix de montrer une certaine hostilité envers les États-Unis, une certaine résistance. Maintenant, on nous dit que dans les coulisses, elle ferait essentiellement tout ce que demande Washington. Et en fait, là-dessus, Trump nous le dit publiquement la même chose, nous dit « Inquiétez-vous pas, on a des bonnes relations avec elle ». Et Marco Rubio, apparemment, serait en contact direct avec Delcy Rodriguez. Donc, ce qu'on comprend actuellement, c'est que malgré le positionnement, la posture du Venezuela qui nous dit « Fuck you, on ne veut pas collaborer, vous êtes des voleurs, des usurpateurs, etc. » En privé, l'attitude est totalement différente et c'est compréhensible. 2 points qui vaut la peine qu'on relève. Pourquoi la CIA a décidé d'appuyer Delcy Rodriguez? Ça peut sembler un peu énorme, ça peut sembler absurde. Au fond, on constate que les États-Unis n'avaient rien prévu pour l'après-Maduro. Absolument rien. On se fiait, on espérait à voix haute que le gouvernement dont on venait de kidnapper le président
allait tout simplement collaborer de manière purement volontaire, bénévolente, consensuelle. C'était le pari de l'administration américaine. Alors, dans les premières heures, on a compris que ce pari est en train d'échouer. Lorsque Delcy Rodriguez nous dit non, on refuse de collaborer, c'est un vol, vous êtes des impérialistes, etc., et vous voulez juste nos ressources, les États-Unis ont imposé la deuxième étape, où on est venu contraindre le gouvernement vénézuélien à accepter les conditions imposées par Washington. D'abord, premièrement, on a imposé, ou plutôt maintenu, le blocus naval sur le Venezuela, le blocus pétrolier surtout, parce que à l'heure où on se parle, si des navires veulent prendre la mer à partir des côtes du Venezuela, ils ont tout à fait le droit de le prendre. Ils ont tout à fait le droit de sortir du pays, de naviguer, d'aller où ils veulent, de sortir, entrer, etc., même de faire du commerce, importer, exporter. C'est un embargo pétrolier. Bien sûr, les narcotrafiquants également, c'est peut-être pas un bon moment pour essayer de sortir de la drogue du Venezuela actuellement, mais c'est surtout les navires pétroliers qui sont visés. Alors, ce qu'on essaie de faire, clairement, c'est de contraindre le Venezuela à collaborer en le privant de ses revenus. Et ça va marcher. Il n'y a aucun doute que ça va marcher. En fait, j'ai un article pour vous, juste ici, on peut vous le mettre à l'écran. On apprend déjà, et on en a parlé tellement souvent, la revue de presse, de ces considérations logistiques qui sont parfois négligées. On apprend dans les dernières heures que le Venezuela vient de couper considérablement sa production de pétrole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'espace de stockage. On ne peut pas le sortir du pays. On n'a plus nulle part où mettre le pétrole. Alors, on n'a pas le choix, on réduit la production. Et quand je vous dis, on en a parlé souvent, la revue de presse, c'est de cet enjeu précis, de la réduction de la production industrielle, particulièrement pétrolière. Ça ne se fait pas en claquant des doigts et il y a toujours des conséquences. Lorsqu'on veut réactiver cette production, ce n'est pas juste une roue qu'on fait tourner vers la droite. Et on se dit, on accélère un peu le moteur, on accélère la pompe. C'est souvent des installations qui vont être mises de côté, mises au rencard. C'est des projets qu'on va suspendre pendant un moment. C'est toute l'exploration qui est mise sur pause. Et additionnellement, oui, le stockage qui est plein, il y a un coût au stockage. Alors là-dessus, non seulement on perd des revenus, mais il y a un impact majeur sur l'industrie pétrolière vénézuélienne, sur les infrastructures et sur la capacité à produire qui fait déjà extrêmement mal. Donc, indépendamment de est-ce que le Venezuela peut sortir son pétrole, au moment où on se parle, il est lui-même en train de fermer la production et de renvoyer tout le monde chez eux parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Alors, ça, c'est le premier point. On est contraint de collaborer avec le gouvernement américain. Ensuite, on nous a parlé d'une deuxième frappe. Ça a été l'attitude américaine, c'est qu'on a été très clair que si jamais il n'y avait pas de collaboration de la part du gouvernement vénézuélien, qu'on aurait un sort pire que Maduro. Ce qu'on entend par là, c'est qu'on sera assassiné. Il n'y aura pas de procès. Ce sera une frappe de décapitation contre le gouvernement vénézuélien au complet. C'est un peu ce à quoi les Américains sont en train de faire clin d'œil lorsqu'ils nous disent qu'on a une deuxième frappe si nécessaire. Maintenant, on arrive dans le deuxième point de pourquoi la situation est celle à quoi on assiste actuellement et pourquoi la CIA aurait recommandé aux loyalistes, à Trump plutôt, de faire confiance aux loyalistes du régime et de transférer le pouvoir de Maduro à son deuxième aux commandes. C'est comme si on avait tué Saddam, mais qu'on avait placé son vice-président à la tête du pays. Il me semble que c'est contre-productif. Il me semble que ça n'accomplit pas vraiment la réorientation stratégique et géopolitique qu'on essaie d'imposer au Venezuela. Maintenant, la raison pour laquelle les États-Unis et la CIA auraient recommandé ça au président, c'est exactement la raison qu'on a donnée publiquement, parce qu'on a estimé par de l'infiltration, par des sondages, par de la prise de renseignements à l'intérieur de la population vénézuélienne, on a constaté qu'il n'y a personne qui appuie María Corina Machado. Pour la même raison, en passant, que je vous parlais de l'Iran tout à l'heure et que les Américains ne veulent pas nécessairement aller se mettre les pieds là-dedans immédiatement, c'est parce que si on a l'impression que vous êtes en train de collaborer avec une puissance étrangère pour vider le pays et que vous êtes essentiellement un foreign agent, un agent étranger qui représente les intérêts d'une puissance étrangère, il n'y a pas personne qui vous veut à la tête du pays, franchement. Évidemment pas. On veut quelqu'un n'importe qui, sauf le dictateur actuel, mais quelqu'un qui a quand même les meilleurs intérêts du pays en tête. Pas quelqu'un qui est là pour s'enrichir ou enrichir une puissance étrangère au détriment des gens qui essaient de se sortir de la merde. Alors là-dessus, c'est pourquoi la CIA
de par ses propres efforts de renseignement. Et c'est ironique, imaginez-vous un peu, les Américains ont passé des décennies, littéralement des décennies depuis les années 2000, à essayer de convaincre la population vénézuélienne d'appuyer Marina Corina Machado et de cultiver ce mouvement d'opposition, seulement pour arriver on game day, le jour du match, pour constater que elle n'est pas prête. Elle est vraiment pas prête. Ça ne marchera pas, notre affaire. Il va falloir qu'on en trouve une autre solution. Alors, on a passé 20 ans à cultiver une opposition qui, au bout de la ligne, on ne pourra même pas utiliser à nos fins. Donc, le gouvernement américain aurait conclu que ça aurait mené à une guerre civile, tout simplement. Que de reconnaître Maria Corina Machado, même si on fait évacuation de tout ça et qu'on décide d'imposer notre volonté sur le peuple vénézuélien, il y aurait eu une réponse. On se dit, ouais, même si depuis l'extérieur, on dit, c'est toi la présidente maintenant. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas accès au palais présidentiel. S'ils décident de ne pas la laisser rentrer, vous faites quoi? Vous n'avez pas de soldats sur le terrain. Si la sécurité du président légitime, constitutionnel, de Delcy Rodriguez en l'occurrence, si la sécurité de la présidente aurait juste dit, non, t'es qui toi? T'es une intruse, t'es une usurpatrice, t'as pas d'affaires dans le palais présidentiel, on t'arrête. Que font les États-Unis? On nomme une deuxième, une troisième. Tant que les proches de Maduro avaient le contrôle sur les leviers du pouvoir, les tribunaux, l'armée, la police, les frontières, les aéroports, etc., il n'y a rien que vous pouvez faire. Là. Il aurait fallu avoir la certitude à 400 millions de pourcents que l'armée se serait rangée immédiatement avec Maria Corina Machado, qu'on aurait rejeté le gouvernement à l'appel des États-Unis. Les États-Unis auraient dit, c'est elle la nouvelle présidente, puis à partir de maintenant, vous lui devez loyauté. Et on imagine que ça aurait eu effet de loi au Venezuela. Alors là-dessus, la CIA, je suis désolé de le dire, elle a raison. Il n'y avait aucun scénario dans lequel les Américains pouvaient reconnaître Maria Corina Machado et que ça fonctionnait. Ce serait immédiatement tourné, at best, au mieux, en une arrestation puis un procès, peut-être même une mise à mort de Maria Corina Machado. Il y a déjà eu un procès en passant pour trahison. On a abandonné le procès il y a quelques années, mais elle a déjà été mise à procès pour ça. Et au pire, en guerre civile. Au mieux, une arrestation. Au pire, une guerre civile. Alors qu'une faction de l'armée aurait pu décider de se ranger avec Maria Corina Machado, une portion de la police, quelques ministères. Et là, vous faites quoi? Vous avez un vrai shit show entre les mains. Et c'est pour ça que les Américains ont donc roulé une paire de dés en espérant prendre une paire de 6. Et jusqu'ici, aussi enrageant, aussi arrogant ça puisse sembler, ils ont vraiment brassé une paire de 6. C'est difficile à croire. Il y avait 1 million de scénarios dans lesquels il n'y a rien qui fonctionnait et c'était tellement stupide. Mais ils ont réussi. Effectivement, jusqu'ici, il faut quand même, on s'entend, on met un gros astérisque, mais jusqu'ici, le gouvernement vénézuélien collabore. On a déjà fourni environ 50 millions de barils de pétrole. Mettez ça environ 60 $ par baril. C'est énormément d'argent. Des milliards de dollars qui ont été remis aux États-Unis et que Trump dit maintenant, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Soit on le met dans la réserve stratégique, soit on va peut-être le vendre, peut-être qu'on va le garder. C'est à nous. C'est notre pétrole maintenant. Trump d'ajouter également que l'administration, et ça c'est très important, c'est la seule clarification qu'on a eue là-dessus depuis le début en fait. Trump nous dit que le oversight, donc on pourrait dire la supervision des États-Unis sur le Venezuela pourrait durer plusieurs années. Ce n'est pas une question de quelques semaines, de quelques mois, le temps de réorganiser des élections, mais même que le contrôle effectif des États-Unis sur le Venezuela pourrait durer plusieurs années. Donc l'intention ici, c'est de mettre le Venezuela sous tutelle. Et je ne serais pas surpris si on en fait un territoire. Je sais ce que je viens de dire, ça va vous choquer, vous dire franchement impossible. Je ne serais pas étonné qu'on en fasse un Puerto Rico. Ce serait difficile, certes, ça coûterait très cher, certes, il y aurait de la friction, de la tension, mais on peut amener le Venezuela jusque-là graduellement sans jamais lui annoncer. À un moment donné, vous contrôlez déjà le pétrole, OK? Là, vous contrôlez aussi quelles entreprises ont accès au territoire, OK?
Là, vous contrôlez chaque navire qui rentre, qui sort, les avions. Ce ne serait pas compliqué de contrôler les aéroports. Il faudrait juste avoir peut-être, avec 5000 soldats, vous contrôlez beaucoup des infrastructures stratégiques au pays, là. Les aéroports, les ministères, etc. Ce ne serait pas trop dur d'avoir une présence minimale au Venezuela et d'en faire essentiellement, peut-être pas officiellement, mais à terme pratique, concret, essentiellement un territoire américain, où les Américains ont l'entièreté du contrôle législatif, réglementaire, politique, géopolitique. C'est énorme ce qui vient de se passer. C'est gigantesque. Et encore plus, on en parlait la semaine dernière, c'est aussi une contrainte énorme sur tous les pays d'Amérique latine, où là, vous voyez la Colombie, vous voyez tout le monde qui est comme « What the fuck? » Et avec raison. Parce que ce que Trump vient de dire, c'est on ne veut plus avoir d'influence étrangère dans notre espace stratégique, qui est, conséquemment, l'entièreté de l'Amérique, au nord et au sud. Ce qu'il vient de dire à tous ces pays d'Amérique latine, c'est que vous n'avez plus le droit de parler avec la Chine. Vous n'avez plus le droit de parler avec la Russie. Vous n'avez plus le droit de parler avec l'Inde. Vous n'avez plus le droit de parler avec qui vous voulez. C'est terminé. Vous devez maintenant vous aligner avec l'agenda de politique étrangère des États-Unis, ou du moins ne pas être en contradiction directe. Et ça, c'est énorme comme contrainte. La Chine et la Russie, comment vous pensez qu'ils font pour accumuler de l'influence à l'étranger? En Afrique, en Asie centrale, en Amérique latine. Comment ils font? Justement parce que les gens sont écœurés des États-Unis et qui ont l'impression que, les États-Unis ont eu une influence démesurée dans la trajectoire géopolitique de l'Amérique latine au cours des dernières décennies. Certains de ces pays ont décidé, pour se créer une marge de manœuvre, d'avoir des relations productives avec la Chine, avec la Russie, comme contrepoids. C'était une manière d'extraire des concessions de Washington, de jouer un jeu d'équilibre et d'obtenir, parfois, des positions un peu plus compréhensives de la part des États-Unis envers les intérêts des pays en question. De dire, j'ai rien contre les États-Unis, mais la Chine me vend du pétrole pas cher. Pas du pétrole, mais par exemple, des matériaux pas chers, me vend des terres rares ou peu importe. Il y avait souvent un intrant, un apport ou même une exportation qui partait vers la Chine qui disait, s'il vous plaît, laissez-nous vivre. Et ça, c'était un contrepoids à l'influence américaine. Donc, ce que vient de dire Washington, c'est fini cette époque-là. C'est terminé. Vous n'avez plus d'alternative, vous n'avez plus de marge de manœuvre, vous êtes aligné avec nous, sans ambiguïté. Et si jamais il y en a un qui décide d'expérimenter encore une fois avec la multipolarité, si ça vous tenterait encore, alors vous vivrez le même sort que Maduro. Et le message a été très clair pour un en particulier, pour, deux, on pourrait le dire, pour la Colombie et pour Cuba. Cuba, à qui on invite déjà à négocier. On dit, vous devriez faire un deal avant qu'il soit trop tard. J'ai l'impression que la nature du deal, ce serait probablement ce que Maduro proposait avant de partir. Potentiellement un exil, mais potentiellement aussi juste une rupture totale de la trajectoire stratégique de Cuba. Pro-Iran, pro-Chine, pro-Russie, etc. Maduro a tout offert d'arrêter ça. Alors, who knows? Peut-être qu'on attend la même chose de Cuba, mais déjà, vous voyez la Colombie, qui, après avoir adopté une posture très hostile aux États-Unis et très défiante face à Washington, il faut le dire, tout l'inverse s'est produit. Le président Pedro a pris le téléphone pour appeler Donald Trump de sa propre initiative et essentiellement s'excuser à Trump et parler de tout ce que fait la Colombie pour interdire la drogue et de la collaboration avec les États-Unis et d'à quel point, pour clarifier la position colombienne, essentiellement « kiss the ring ». Alors, on voit déjà les conséquences de l'intervention américaine au Venezuela, alors que l'Amérique latine fall in line. Et ça sera vrai pour les prochaines années également, mais il y aura bien sûr des retours de flamme à tout ça. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis ont vraiment réimposé leur volonté sur l'entièreté de l'Amérique latine de manière assez directe. Trump nous dit maintenant que les compagnies américaines vont entrer au Venezuela, compagnie pétrolière, bien sûr. On a Chevron qui est déjà présente. Vous avez également Exxon, notamment, qui convoite un peu les activités au Venezuela, ConocoPhillips. Et Trump a tenu une rencontre à la Maison-Blanche pour discuter de l'éventuel investissement massif des compagnies américaines au Venezuela dans l'industrie pétrolière. Et ce meeting ne s'est pas bien passé du tout, en fait, alors que les directeurs des entreprises pétrolières qui étaient présents, les chefs de ces entreprises pétrolières, ont manifesté à Trump leur inconfort
à investir maintenant au Venezuela. Tous avaient des commentaires un peu à demi-teinte. C'est-à-dire, il faut faire attention. Actuellement, on veut investir, mais on n'est pas convaincu que c'est investissable, que l'environnement réglementaire, légal, politique au Venezuela, même la Constitution, il faut le comprendre, la Constitution vénézuélienne interdit quelque forme de privatisation du pétrole. Ça appartient au gouvernement et si vous voulez extraire du pétrole, vous devez vous associer avec le gouvernement. Alors, ces compagnies sont comme... Peut-être dans un scénario où vous auriez changé de gouvernement, réécrit la Constitution, puis on repart à zéro. Peut-être. Mais là, vous voulez qu'on fasse affaire avec un gouvernement qui a la même mentalité, la même idéologie, qui descend directement de Maduro. Et en passant, vous avez ConocoPhillips et Exxon qui ont des dettes énormes. Le Venezuela leur doit des milliards de dollars. Je pense Exxon, on leur doit quelque chose comme 10 milliards de l'expropriation passée des ressources de Exxon. Ensuite, ConocoPhillips, je pense que c'est quelque chose comme 11 milliards. Alors, c'est énormément d'argent. Et déjà, Trump dit « Non, on ne vous donnera pas cet argent-là. Vous allez faire énormément d'argent, mais on ne revient pas dans le passé. » Et donc, les commentaires de Exxon, en fait, qui a dit « écoutez, si c'est pour être comme ça, on ne sait pas si c'est faisable. On veut investir, on veut retourner au Venezuela, mais il y a des défis importants. » Et Trump a été assez insulté de ces déclarations-là en public devant des journalistes qui viennent un peu remettre en doute son plan puis l'humilier. Trump est maintenant en train d'adopter la position que personnellement, il va garder Exxon en dehors du Venezuela à cause de leurs déclarations. Vous voulez pas y aller? C'est beau, vous n'irez pas. Toutes les autres vont pouvoir y aller, mais on va écrire noir sur blanc « Fuck Exxon », pas eux autres. Parce qu'ils ont émis un doute vis-à-vis la possibilité de... Alors, vous voyez que Trump n'a aucune tolérance pour la résistance à son plan au Venezuela ou encore même pour la remise en doute de ses initiatives, de ses intentions pour le Venezuela, quitte à nuire à son plan carrément. On s'entend, si tu exclus Exxon, tu exclus une force de frappe financière incroyable. Exxon serait arrivé avec des milliards de dollars. Et là, tu leur dis, on n'est pas sûr comment on déploie ça. On veut y aller, mais on ne sait pas. Vous n'y allez pas d'abord. OK, champion, il te reste juste 2 compagnies. Tu viens de perdre combien de milliards de dollars en investissement potentiel? Tu viens de perdre combien de milliards de dollars en gains de marché? Je veux dire, c'est absurde, c'est vraiment petty. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est rancunier, c'est un ressentiment étrange. Mais Trump est prêt à aller dans cette direction. Ensuite, parlant de Trump, on ne passera pas trop longtemps là-dessus. Je sais que je vous embête quand on parle trop des États-Unis, mais on a vraiment une explosion énorme du budget militaire aux États-Unis. Et ça, il faut absolument en parler parce que, faisons un peu de contexte. Trump, lorsqu'il a pris le pouvoir aux États-Unis, le budget militaire du pays était d'environ, grosso modo, 600 quelques milliards de dollars. 615, 620, si je me souviens, lorsque Trump a pris le pouvoir. Rapidement, Trump a augmenté ce budget militaire avec l'intention, premièrement, de confronter la Chine, la Russie, mais aussi plus largement, disait-on, de moderniser les forces armées américaines et les préparer à une nouvelle époque. On disait des drones, on disait les nouvelles classes de navires maintenant que Trump veut déployer. On ajoute à ça, dans son 2e mandat, des commandes additionnelles, notamment pour le fameux Golden Dome. Le dôme d'or que veut déployer Trump, le dôme d'interception anti-aérienne qui coûtera des centaines de milliards de dollars sur plusieurs années. On a essayé d'ailleurs de démarcher le Canada pour avoir une contribution. On avait parlé de tout ça. Cette fois, Trump veut une augmentation record. En temps de paix, ça n'a jamais été vu. Une augmentation qui ferait passer le budget de la défense de 900 milliards de dollars à environ 1500 milliards de dollars, une augmentation d'environ 50%, avec l'intention, encore une fois, de renforcer les forces armées américaines. Maintenant, il est important de mettre ça en contexte. Et ça, parce que oui, c'est une augmentation spectaculaire. Oui, on parle d'une contribution carrément démesurée, là, soyons clairs. Ce que Trump veut ajouter au budget de la défense des États-Unis, c'est plus que ce que tous les autres pays du monde dépensent en défense, ou du moins les 10 prochains, si on veut. Et tu veux prendre le budget des 10 suivants et rajouter ça par-dessus le budget existant
de la défense des États-Unis. Donc oui, en termes d'argent pur, c'est une dépense, c'est biblique. Ça n'a aucun sens. C'est difficile de décrire la dimension de l'augmentation qu'on a devant nous. Maintenant, si on le prend en termes de pourcentage du PIB, c'est pas si mal. Les États-Unis, au moment où on se parle, en fait, surtout sur l'ère Obama, étaient vraiment à leur plus bas historique en matière de dépenses militaires, disons dans l'époque contemporaine. Jamais on avait aussi peu dépensé dans la défense. Depuis surtout la fin de la guerre froide, on est passé aux États-Unis d'environ 6 à 8 du budget national, du PIB qui était dépensé dans la défense. Aujourd'hui, on est plus autour de 3 ou 4 Alors, Trump nous parle d'une augmentation jusqu'à minimum 5 qui, en termes d'argent, parce que le PIB des États-Unis est tellement grand, ça a l'air d'avoir aucun sens. Mais en termes relatifs, c'est une augmentation que les États-Unis peuvent se permettre. Ça va coûter extrêmement cher, soyons clairs, ça va coûter une fortune. Et la question, la vraie, c'est pas de savoir est-ce qu'ils peuvent se le permettre, mais où ils vont prendre l'argent. C'est qu'on vient d'essayer de couper pour des centaines de milliards de dollars dans le budget des États-Unis à travers le DOGE, l'initiative d'Elon Musk, et ça a été nulle part. On n'a pas été en mesure de couper 40 dollars. J'exagère, mais disons dans les dépenses récurrentes. On a coupé beaucoup de projets, mais pas de dépenses récurrentes tant que ça. On n'a pas touché au gros poste de dépenses des États-Unis. Alors, aujourd'hui, alors que littéralement, le Congrès américain ne peut pas s'entendre sur un budget sans faire un shutdown qui dure 2 mois. Souvenez-vous, on vient juste de sortir d'un shutdown aux États-Unis où le gouvernement fédéral était incapable de s'entendre sur l'augmentation du plafond de la dette pour continuer à dépenser. On n'avait plus l'autorisation de dépenser l'argent fédéral. Et maintenant, Trump nous dit, dans ce contexte, on va demander au Congrès, littéralement, c'est pas à Trump de faire ça, c'est une demande qu'on fait au Congrès pour le budget. J'aimerais que tu me trouves 650 milliards de dollars additionnels. On trouve où? Ce ne sera certainement pas par de la dette additionnelle. Le plafond de la dette est défoncé systématiquement. Ce sera par une augmentation des taxes, une réduction de certains autres programmes. Il faut trouver l'argent quelque part. Je ne peux pas croire que Trump, quand il décrète une augmentation de 600 milliards de dollars par année, que son plan, c'est d'augmenter le déficit de 600 milliards. Si c'est le cas, ce n'est pas un plan super brillant. Mais une chose est sûre, c'est que les implications militaires, géopolitiques de tout ça sont catastrophiques et extrêmement profondes. Ça va avoir un impact sur la Chine, ça va avoir un impact sur la Russie, ça aura un impact sur tous les autres à travers le monde. Maintenant, c'est aussi une augmentation considérable de la capacité des États-Unis à projeter de la force. Depuis un certain nombre d'années, les États-Unis n'avaient plus les moyens. Et ça peut sonner un peu absurde, mais vous l'avez vu durant la guerre contre l'Iran notamment. Les États-Unis étaient à court de missiles, à court de projectiles. Nos inventaires sont vides. Les navires, au moment où on se parle, vous allez me dire, oui, les États-Unis ont la plus grosse capacité militaire au monde, des kick-ass and take names. Oui, mais en ce moment, on n'est pas capable, je dis les États-Unis, on exclut la personne qui parle, on n'est pas en mesure de frapper l'Iran parce qu'on n'a pas de porte-avions dans le coin. Parce que, les porte-avions qui normalement seraient au Moyen-Orient, on les a déplacés. Il y en a un en Europe, il y en a un en Amérique latine, près du Venezuela. Alors, vous faites quoi? Il y en a d'autres en Chine, près de la Chine. Il y en a un autre qu'il faut garder quand même pas trop loin, justement, des États-Unis, sur la côte ouest. Vous en avez tout le temps un ou deux qui va être en déploiement d'entraînement, 3 ou 4 qui vont être à port, en train d'être soit ravitaillés, réparés, entretenus, maintenus, peu importe. Alors, vous n'avez jamais vraiment plus que 4 ou 5 groupes de porte-avions disponibles. Et les États-Unis n'ont plus de cartes. Pas pour aller se battre au Sénégal, pour aller confronter l'Iran. Au moment où l'Iran est au beau milieu de la merde, les États-Unis en ont pour des semaines avant qu'un porte-avions ait le temps d'arriver dans les eaux du Moyen-Orient. Alors, c'est des trucs comme ça qui clairement embêtent Trump. On veut augmenter la capacité de projection de la force. On veut augmenter la capacité d'occupation. On veut augmenter la capacité d'expansion des États-Unis. À mesure où on nous parle, oui, d'une nouvelle classe de navires, on nous parle du Groenland. On nous parle également du Moyen-Orient à travers l'Iran, etc. Donc, aucun doute que les États-Unis ont des ambitions additionnelles pour cet argent et qu'on a présenté Trump avec un problème.
Trump n'a pas inventé ce besoin-là. C'est clairement, et on s'est assis à quelques occasions et quelqu'un lui a expliqué les limites de l'armée américaine. Que, écoutez, notre budget n'est pas illimité. Si on fait ça, on ne peut pas faire ça. Si on fait ça, ça va prendre au moins 7-8 ans. Il va falloir qu'on prenne le budget à tel endroit. Tout est un exercice d'équilibre. Et c'est quelque chose pour lequel Trump, manifestement, n'a pas eu de patience. On dit non, augmenter le budget tout simplement. On trouvera l'argent quelque part et les États-Unis s'en trouveront plus forts. Du côté, toujours, d'une certaine manière, on pourrait le dire, des États-Unis, parce qu'on a assisté à une scène absolument... Je me retiens pour ne pas le dire. Guillaume, je vais le dire. On a assisté à une scène lunaire. Alors que, avec le fameux Bella One, je vous raconte rapidement l'histoire parce que je n'ai pas le goût de me lancer là-dedans trop longtemps, puis je vois que ça fait déjà presque 1h50 qu'on est ensemble. La scène du Marinera Bella One, c'est le même navire en fait. Le Bella One, le Bella 1, appelons-le comme ça, était un navire qui se dirigeait vers le Venezuela. Un navire qu'on avait identifié déjà aurait participé à des bris de sanctions américaines dans le passé, notamment en lien avec l'Iran. Un navire qui aurait chargé du pétrole iranien et que les Américains trouvaient donc déjà suspect d'emblée. Ce navire arrivait vers le Venezuela dans le cadre de leur politique d'embargo, si on veut, pétrolier sur le Venezuela. Les Américains ont essayé de prendre ce fameux pétrolier, de le saisir, exactement comme on avait fait avec un autre pétrolier quelques jours plus tôt. Et on en a parlé dans la revue de presse, de l'événement qui s'est produit à ce moment. Alors que les États-Unis ont tenté d'aller chercher le fameux Bella 1, il a fait demi-tour et s'est sauvé à pleine vitesse. Et s'est engagé ensuite une poursuite entre la garde côtière américaine et ce fameux Bella 1 qui se dirigeait à pleine vitesse vers l'Europe. Maintenant, soyons clairs, les Américains n'étaient pas stressés à l'idée d'aller embarquer sur le Bella 1. C'est seulement quand ils ont essayé de le faire, eu des manœuvres d'évasion, on n'était pas prêt à s'engager dans une espèce d'escalade avec le navire et donc on s'est dit, il ne paie rien pour attendre. On va aller chercher des renforts, on va y retourner. C'est exactement ce qui s'est produit. Les Américains n'étaient pas particulièrement embêtés. On a mobilisé des renforts, des hélicoptères, on a mobilisé des ressources militaires additionnelles et on s'est orienté vers une interception du Bella 1. Et au moment où on s'est approché du navire, les matelots sont sortis avec des galons de peinture pour aller peinturer sur la coque du navire un drapeau russe. Littéralement. On a peinturé comme ça très rapidement, de manière très candide. On a un drapeau russe sur la coque. Et donc, les Américains ont vu ça. What the f... Se sont sérieusement demandé à quoi ils avaient affaire. Est-ce que c'est vraiment un bateau russe? Est-ce qu'on vient vraiment de s'enregistrer en Russie? C'est possible, on s'entend, la Russie, c'est le genre de la Russie, juste pour faire chier les États-Unis, de recevoir un appel et dire « Ouais, on va l'enregistrer, nous autres. » On va l'enregistrer, puis ça va juste être drôle. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont jamais embarquer sur un navire russe. Ce serait mongol de leur part. Alors, absolument, on va t'administrer, on va s'enregistrer, on va faire ça rapidement pendant que tu es en mer. Et donc, tout ce temps, les Américains essayaient de confirmer par des canaux diplomatiques, est-ce que c'est sérieux cette histoire? Est-ce que c'est vraiment un navire russe qui s'est enregistré dûment en Russie pendant son transfert? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un, on est en train d'essayer de rire de notre gueule essentiellement? Les Américains constatent que la Russie envoie un sous-marin pour escorter le pétrolier. Alors là, on comprend qu'il y a une escalade quand même sérieuse. Le sous-marin russe arrive pour escorter le Bella 1 qui change de nom parce que maintenant qu'il est enregistré en Russie, il devient le Marinera. On change de nom et ce navire est quand même intercepté par la garde côtière américaine. Pendant qu'il est escorté par un sous-marin russe et considéré, en théorie, légalement, comme un navire russe. Cet événement, quand je dis un événement lunaire, ben là, vous avez les Américains qui viennent de saisir un pétrolier russe au beau milieu de la mer. Et voulez-vous en rire? Voulez-vous en rire? On a appris ce matin. Je me retiens pour pas... Écoutez, on a appris ce matin qu'à bord du Bella 1, ou du Marinera maintenant, plusieurs membres de l'équipage sont des Ukrainiens. Et là, l'Ukraine est comme, désolé, on va essayer de ramener notre monde, excusez-nous, il y a effectivement des Ukrainian nationals sur le navire qui travaillent
à l'opération du navire lui-même. Alors, pendant que les Américains financent l'Ukraine à coups de milliards de dollars, vous avez des matelots ukrainiens qui, on s'entend, c'est pas impliqué par le gouvernement, c'est vraiment juste des Ukrainiens qui ont pris un emploi sur l'industrie navale, mais qui travaillent directement avec un navire impliqué dans le bris de sanctions américaines au bénéfice de l'Iran, de la Russie et du Venezuela. On va chercher ce navire pour se rendre compte ensuite, il est opéré par des Ukrainiens, bordel! Qui s'enregistrent avec la Russie pour éviter d'être embarqués par les Américains. Alors, cette scène c'est difficile d'expliquer à quel point c'est lunaire. Tout ça n'a aucun sens et les implications sont sérieuses parce que les Américains viennent de déclarer « On est prêt à embarquer sur un navire russe quand on veut. » Surtout si dans une situation de bris de sanctions. Et ça, c'est grave pour la Russie, parce que la Russie a toute une flotte de pétroliers, de rafiaux de merde rouillés, exactement comme celui-là, qui font le trafic du pétrole russe sous sanctions partout à travers le monde. C'est des navires qui ne peuvent pas être assurés, c'est des navires que les matelots, encore une fois, est difficile de recruter. Tout le monde est en bris de sanctions. Tout le monde s'expose à exactement ce qui vient de se produire. Alors, c'est très sérieux pour les Russes. Une fois qu'on lance le signal qu'on est prêt à attaquer The Shadow Fleet, c'est pas important s'il venait juste d'être enregistré ou s'il l'était depuis 5 ans. Les Américains viennent de démontrer qu'il n'y a plus aucun navire qui peut évacuer les sanctions. Et c'est pas important s'il y a un drapeau russe dessus. Et c'est pas important si la marine russe l'escorte avec un sous-marin. Alors la Russie, je suis désolé, je sais qu'il y a des fans de la Russie qui vont être fâchés que je dise ça, mais la Russie a eu l'air d'un clown dans les derniers jours. Et là, vous voyez déjà le ministère des Affaires étrangères en Russie qui essaie de s'éloigner de cette histoire. C'est comme, quoi? Ben, c'était notre bateau, mais pas vraiment. Là. Mais pourquoi vous envoyez un sous-marin? Ah, ben, on fait juste protéger nos assets navaux, mais bon, maintenant, une fois que ça s'est arrivé, on voulait pas escalader. Les Russes n'ont pas de bonne réponse sur pourquoi ils n'ont pas agi, pourquoi ils n'ont pas protégé ce qui est en théorie un de leurs navires. Alors, la crédibilité des Russes là-dessus en prend un bon coup, et surtout cette histoire d'avoir des Ukrainiens en plus qui travaillaient dans les navires au compte de la Russie. Probablement, je vous le dis, probablement que la Russie n'était même pas au courant. Est-ce que la Russie aurait accepté d'enregistrer le navire si elle avait su qu'il était opéré par des Ukrainiens? C'est n'importe quoi cette nouvelle. Je termine très rapidement, je ne veux pas qu'on s'éterve là-dessus. Les poursuites criminelles contre Jay Powell, si vous avez quelques instants, je vous invite vraiment à aller lire là-dessus parce que c'est le plus loin qu'on a été juste ici. On sait que Trump mettait beaucoup de pression sur Jay Powell, sur la Réserve fédérale américaine pour baisser les taux d'intérêt. Ça ne fonctionnait pas. Jay Powell maintient beaucoup son autonomie, son droit à déterminer les taux d'intérêt en fonction des conditions économiques et non en fonction des préférences et des prescriptions du président. Et Trump semble avoir perdu patience là-dessus d'une manière qui est extrêmement inquiétante. C'est une attaque contre la Réserve fédérale sans aucune équivoque et beaucoup en ce moment aux États-Unis sont très alarmés de ça, non seulement bien sûr du côté de l'opposition, des démocrates, mais plus largement à travers les cercles financiers. Wall Street est extrêmement apeuré de ce qui vient de se produire parce que c'est un bris de normes, un bris de code et une frontière, une ligne rouge qui vient d'être franchie par la Maison-Blanche de manière assez directe. Ensuite, cette histoire de taux d'intérêt à 10% sur les cartes de crédit, ça, c'est vraiment une bombe qui prend tout le monde un peu au dépourvu, alors que ni les banques, clairement, ni les parties prenantes, ni ceux qui fournissent l'intérêt, les cartes de crédit en tant que telles, Visa, Mastercard, personne n'était au courant de tout ça, manifestement, parce que la nouvelle a pris Wall Street par surprise. Vous avez un certain choc également dans les actions des banques qui sont visées par cette mesure. Trump, ce qu'il veut faire ici, c'est dire les cartes de crédit chargent trop cher en intérêt. Il a raison, en passant, c'est tout à fait raison. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Les cartes de crédit chargent trop cher en intérêt et ça en vient à faire mal, surtout aux consommateurs qui, bien sûr, ont recours à ces cartes de crédit par besoin, qui n'ont pas la capacité nécessairement de vider leur solde à tous les mois et qui donc sont par défaut souvent des gens plus vulnérables économiquement. Trump dit c'est une forme de prédation que d'imposer des taux d'intérêt à 30, 25, 20, peu importe, sur des cartes de crédit à ces gens. Et donc, pour une période d'1 an, à partir du 20 janvier, il y aura un plafond légal à 10%. On comprend que ce plafond légal, cette période d'1 an, pourrait être prolongée, surtout avec la rhétorique qu'adopte Donald Trump en disant « vous escroquez les Américains ». C'est du vol, c'est de l'abus, ça n'a aucun sens. À partir du moment qu'on rentre dans cette... J'ai de la misère à comprendre comment Trump pourrait arriver dans 1 an et dire « ben maintenant, c'est plus de l'abus ».
Maintenant, vous avez le droit d'abuser, recommencer à abuser les consommateurs américains. Si on avait dit que c'était pour donner une pause ou quoi que ce soit, ou encore pour réorganiser le système ou pour imposer des nouvelles règles, peut-être. Mais là, on est en train de dire que c'est une période d'un an qui pourrait essentiellement être repoussée indéfiniment. Et là où on a un gros problème, et je vous invite encore une fois un peu de discernement là-dessus, parce que le diable est dans les détails et l'enfer est pavé de bonnes intentions. En plafonnant les taux d'intérêt à 10 Trump ne vient pas aider les gens qui sont vulnérables et qui sont en position difficile au niveau financier et qui ont recours à des cartes de 28-30 Au contraire, il va leur nuire. Parce que la raison pour laquelle les cartes de crédit, les compagnies de cartes de crédit, les banques, etc., mettent des taux à 28-30 c'est pour calculer le risque d'une bonne portion de leurs clients qui sont parfois délinquants dans les paiements, qui sont parfois en situation de faillite, qui sont parfois en défaut total et qui ne pourront pas rembourser la dette. Alors, on ajuste les taux d'intérêt en fonction de l'ensemble du pool de contribuables, si on veut, pour ce qui est de la compagnie de carte de crédit, et on essaie d'avoir un taux qui représente autant que possible le risque qu'on assume. À partir du moment où on dit aux compagnies d'assurance, compagnies de carte de crédit, qui sont loin d'être, on s'entend, loin d'être des anges, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils n'abusent pas, je suis tout à fait d'accord avec la notion selon laquelle c'est de l'abus et des taux quasi usuraires. Cela étant dit, l'alternative n'est pas mieux. Si on leur interdit, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement arrêter de fournir des cartes de crédit à des gens qui représentent un risque. C'est arrêter une carte de crédit à 10 Si vous appelez à la banque pour avoir un prêt, c'est à peu près à 10 qu'ils vont vous faire votre prêt. Dépendamment pourquoi, un prêt pour une voiture, par exemple, un prêt entrepreneurial, dépendamment du volume du prêt, c'est des taux qu'on peut voir de manière tout à fait normale, des taux de 8, 9, 10, 11 Et la banque va refuser régulièrement. Va regarder votre situation financière, va dire à 10, 11 les chances que tu fasses défaut en chemin et qu'on ne retrouve pas notre argent sont trop hautes. Et donc, on augmente le taux d'intérêt ou on refuse carrément de fournir le prêt. Maintenant, même chose pour les cartes de crédit. Si on voit quelqu'un qui a un historique de garder son solde au maximum, qui utilise 100% de son espace de crédit mois après mois, qui a des mois où il est en défaut, qui arrive des moments où parfois même sa situation financière est très peu enviable, vous avez plusieurs autres prêts, une hypothèque, 2, 3 voitures, les cartes de crédit vont juste dire non, je t'en donne pas, t'es trop un risque pour moi. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est encore pire. Et je suis certain que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. La compagnie de carte de crédit prend le téléphone, appelle le client et lui dit « On rappelle notre carte. En raison des conditions actuelles où on ne peut plus te charger un taux d'intérêt raisonnable, on rappelle ton solde au complet. Si tu nous devais 40 000 $, on le veut là. Trouve un moyen. Va l'emprunter quelque part, donne-nous-le parce que nous, on ne veut plus faire affaire avec toi. » Alors, ce que ça risque de créer, c'est une réduction drastique de l'accessibilité au crédit pour les populations les plus vulnérables. C'est eux qui étaient visés par ce 30 %-là. Les gens qui sont en santé financière ne runnent pas un cycle de carte de crédit à coût de 6 000 $ par mois en encaissant les intérêts puis en payant tout simplement la facture. Les gens vident leur carte de crédit autant que possible. Alors, c'est important de le comprendre. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On est en train d'arriver avec une mesure qui est certes bien intentionnée, mais qui pourrait avoir précisément l'impact inverse. On présume maintenant qu'il y aura aussi des ajustements réglementaires pour empêcher un trop gros choc. Est-ce qu'on obligera les compagnies de cartes de crédit, les banques, à garder leurs clients existants? C'est très difficile de réfléchir dans des termes comme ça. On est essentiellement en train de nationaliser l'économie, là. Si on dit aux banques avec qui on a le droit et qui ils n'ont pas le droit de faire affaire et dans quelles conditions, ça devient de plus en plus... c'est une ingérence de plus en plus directe dans leurs activités. C'est pas comme si ce n'était pas une industrie réglementée entre vous et moi. Il y en a en masse des règles et des conditions, mais c'en est une qui est certainement très contraignante. Alors, ça fait pas mal le tour de notre revue de presse cette semaine. Il fallait prendre un peu plus de temps pour couvrir tous ces dossiers, spécifiquement la question de l'Iran et tout ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là cette semaine. On se retrouve dans 7 jours, même heure, même endroit. D'ici là, je vous aime. Semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.